Nous allons passer à la session consacrée au rôle et aux impacts des haies. Donc nous allons, si vous voulez bien, les porteurs de projet, Thierry Pavageau du GI2E, vous voulez bien vous asseoir ou rester au plus. Et puis François Van Mer. François, si vous voulez bien venir, qui va nous parler de ce projet Agroé qui se passe à La Réunion. Et puis Paul Pointereau, qui va nous parler du label haies et de son rôle sur le développement des haies en production agricole. C'est bon. Donc Valérie, c'est ça, Valentine, pardonnez-moi, et Thierry. Donc vous avez 12 minutes. Oui. Sinon, personne ne déjeunera. J'ai pas donc bonjour à toutes et à tous, je suis Valentine Beaune, donc chargée de développement au groupe de développement de l'agriculture biologique de l'Indre et je suis accompagnée de Thierry Pavageau qui est éleveur en bovin lait dans l'Indre. Donc je vais vous présenter rapidement le GI2E. Hop, merci. Élevage en agriculture biologique et changement climatique, comment être résilient. Et puis Thierry Pavageau vous parlera des pratiques qu'il a mises en œuvre sur sa ferme. Donc depuis plusieurs années, les éleveurs du Cher et de l'Indre sont touchés par des sécheresses à répétition et des conditions humides qui empêchent les interventions dans les champs. Donc les éleveurs ont décidé de se réunir afin de réfléchir ensemble à l'adaptation au changement climatique et à l'autonomie alimentaire de leur ferme. Donc les phénomènes météorologiques, ils ont de forts impacts sur les productions végétales et animales. Par exemple, les périodes de semis décalées, des récoltes impossibles, des sécheresses qui entraînent de fortes pertes sur les rendements, de fortes pluviométries qui empêchent aussi notamment le pâturage des prairies. Donc il était nécessaire pour les éleveurs de savoir comment s'adapter en montant en compétences en agronomie, mais aussi sur le fonctionnement global de leur système. Donc le collectif a été créé en 2019. Il regroupe 18 éleveurs et il se rencontre au fil des saisons pour travailler sur deux axes principaux, l'agronomie et l'autonomie alimentaire. L'objectif du GI2E, c'est vraiment de partir des besoins du terrain, donc des besoins des éleveurs, en faisant le lien entre les éleveurs et les animatrices des GAB, de l'Indre et du Cher. Et donc, grâce aux liens et aux suivis qui sont réalisés sur les fermes, ça nous permet d'acquérir des données chiffrées et des pistes d'adaptation au changement climatique. Et ce travail, il est aussi mené grâce à une base scientifique et technique via des échanges avec le réseau Biocentre Val-de-Loire et l'INRAE de Toulouse avec l'ingénieur agronome Vladimir Goutier. Donc cette réflexion multi-acteurs, elle permet de faire émerger de nombreuses questions sur le climat et sur notre futur qui sont ensuite portées en commission environnement Biocentre et tout ça permet également d'acquérir de nouvelles connaissances scientifiques qui sont ensuite diffusées à la société civile, aux autres agriculteurs et aux élus, l'objectif étant de pouvoir sensibiliser agriculteurs et consommateurs de façon la plus large possible. De nombreuses actions sont réalisées au sein du collectif. Sur l'axe agronomique, plusieurs réunions techniques ont été menées au sujet de la réduction du travail du sol, sur l'interprétation d'analyses de sol, ainsi que sur la fertilisation et la gestion des matières organiques. Concernant l'axe sur l'autonomie alimentaire, les éleveurs travaillent particulièrement sur la fertilité et la pérennité des prairies à travers l'observation de la biodiversité des prairies, la gestion du pâturage ou encore le pâturage tournant dynamique. Et en parallèle, la méthode CapFlore est mise en œuvre, donc en partenariat avec l'INRAE de Toulouse. Elle consiste à implanter des prairies très diversifiées qui sont capables de résister aux sécheresses, de présenter une valeur alimentaire et une appétence élevée et régulière tout au long de l'année, ainsi qu'une productivité fourragère élevée. Et donc ces prairies, elles sont suivies 2 fois par an à l'aide de relevés floristiques et d'analyses de valeur alimentaire pour avoir des données fiables sur le long terme. Et je laisse donc la parole à Thierry qui va vous présenter sa ferme. Donc, petit historique rapide. Je suis situé en sud-ouest de la région centre, limite Poitou-Touraine. Une installation en 2001, après 15 ans au contrôle laitier, dans un GAEC à 3 ateliers avec un atelier caprin déjà existant. Une trentaine de vaches laitières et donc je me suis installé en montant l'effectif à 50-60 via l'investissement dans un bâtiment pour les vaches laitières.
2008-2009, première crise du lait, début des problèmes financiers. En 2014, arrêt du GEC. Vente du site Caprin à GIA avec bâti 15 hectares. Passage en ERL unipersonnel avec reprise des dettes et maintien du troupeau vache laitière. Remise en question donc du système fourrager par le biais de visites de ferme grâce à Solidarité Paysans qui m'ont soutenu à l'époque et donc par des conseils entre pairs. Et j'ai adhéré par la suite des Sivan Poitou-Charentes, adhésion des groupes de développement dans un souci d'autonomie, notamment l'ADR de l'Inde, cultivant la biodiversité. En 2016, via la laiterie Eurial Agrial, j'ai passé en agriculture biologique et donc j'ai commencé à vendre en 2018. Là-dessus, la crise du Covid en AB. Oui. Et donc, la crise du Covid, un petit peu de concurrence avec le label HVE, à mon sens. 2021, arrêt de la culture du maïs et mise en place de prairies Cap-Flore par le biais du GI2E. Et début des croisements cimental et allaitement par des vaches nourrices. Tout ça par rapport à la réglementation de l'INAO. Donc aujourd'hui, en 2025, c'est 65 hectares au total, sous régime du fermage, dont 25 en pâture, dont 13 de Cap-Flore, 20 hectares de prairies de fauche, dont 7 en Cap-Flore, 11 en prairies naturelles de longue durée, 2 hectares de blé, 7 hectares de métail qui pourraient aller en double fin. Voilà, donc plus 20 hectares, je ne suis pas autonome, donc j'ai 20 hectares de prairies naturelles. Voilà en gros pour faire vite. À la suite, donc voici mon parcellaire, je voulais vous le présenter pour que vous situiez un petit peu toutes les Cap-Flore. Et puis les zébras, c'est la partie agroforestière avec des haies qui ont été déjà existantes et d'autres qui ont été plantées depuis. Voilà, donc on va passer à la suite. Donc le constat, c'était le ressenti, les sécheresses, l'impact sur les rendements, difficulté à constituer des stocks, l'impact sur la biodiversité bien sûr, et l'impact sur la production des animaux, bien-être animal, et l'impact sur la production. Donc on a mis quelques photos où on voit une vache qui tire la langue dans une salle de traite, dans ma salle de traite. C'était au mois de juin ou juillet, les 3 années sèches, là, 18-19 ans. Donc après, quelques petites photos de sécheresse et d'inondation encore. Mon constat, moi, sur la ferme, c'était la difficulté de travailler le sol et de semer à la bonne période dans certaines années. Je suis sur des sols limono-sableux superficiels à silex avec la matière organique qui est faible à des endroits. Après une vingtaine d'années de maïs irrigué, je suis plus qu'à 2%. Donc une baisse de rendement, réserve hydrique faible avec un maximum d'argile à 10%, l'usure prématurée des sols et un travail chronophage pour retirer les pierres suite au travail du sol. Et donc étant en bio pour désherber, c'est pas terrible. Donc j'ai essayé un petit peu toutes sortes de techniques, notamment avec l'arrêt du maïs en 2021 d'implanter du métail à l'automne, de façon à récolter en enrubanage au printemps. Mais par la suite, le sol est libre, qu'est-ce qu'on en fait? Donc l'idée, c'était d'implanter du sorgho en semi-direct. On a un semi-direct sur l'Acuma. Et puis, j'ai donc été sur la partie Cap-Flore pour implanter des prairies Cap-Flore variées. Et puis, il a fallu aussi réapprendre à semer des prairies au printemps, parce que on était parti à semer à l'automne, parce qu'au printemps, il y avait les sécheresses, puis on avait peur que ça ne tienne pas. Je suis revenu un petit peu sur la chose en écoutant Vladimir Goutier. C'était un petit peu une remise en question là aussi. Voilà, il y a quelques exemples là, des prairies que j'ai fait pâturer cette année. Donc c'est vrai que l'année était favorable. Là, c'était des exemples de prairies Cap-Flore, une prairie 1, une prairie 2, toutes deux en pâturage à la fin d'automne, après 2 cycles tardifs, un premier cycle de récolte fin juin et un deuxième cycle fin juillet. Donc je suis quand même arrivé à des tonnages à 8 tonnes 4, donc il faudra avoir à l'occasion d'une année plus sèche. Voilà. Donc voici, j'ai mis, je ne vais pas détailler parce que c'est assez complexe, j'ai essayé de mettre une prairie Cap-Flore avec la complexité de ce que nous propose Vladimir. Et donc c'est un coût exorbitant de semis de prairie on est au double par rapport à ce qu'on faisait. Mais donc dans la réappropriation à semer des prairies, il nous a aussi conseillé de semer en double ou en croisé, de façon à bien couvrir le sol, parce que c'est ça le but. Moi, ce que je faisais dans mes prairies jusque-là, c'était des
on voyait un sol, le sol était au soleil, quoi. Donc là, on n'a plus ça avec les prairies. Il y a toute une catégorie de plantes de différentes hauteurs et de couvre-sol au pied, donc ça n'a rien à voir avec ce que je faisais. Donc voilà pour les prairies Cap-Flore. Et puis maintenant, sur le parti agroforesterie, je me suis dit, je ne vais pas en rester là, parce que des fois, il y a le vent de nord-est qui pousse, qui souffle, et puis qui assèche les terrains, déjà des terrains brûlants. Donc, via le parc de la Brenne, c'était subventionné à 80% dans le cadre du projet bocage. J'ai commencé en 2009-2010 à faire une centaine de mètres de plantation de haies, histoire de faire un coupe-vent dans un premier temps. Et puis, je suis allé plus loin en 2017-2018, dans le cadre de toujours le projet bocage dans le cadre du projet bocage du PNR de la Brenne, toujours subventionné à 80%. Là, j'ai sauté le pas à 750 mètres avec 2 rangées d'arbres pour un total de 1000 arbres. Et ensuite, j'ai essayé toute espèce de trucs de renforcer des haies qui étaient claires. Donc, ça marche, mais il y a certaines conditions à donner. Il faut éclaircir un petit peu l'ancienne haie. Et puis, j'ai profité du plan de relance dans le cadre d'un PCAE subventionné à 100%, là, et accompagné par le PNR de la Brenne, toujours. Donc là, j'ai fait 15 hectares et demi d'alignement d'arbres tous les 8 mètres et puis tous les 20-22 mètres. Donc 670 arbres en subdivision de parcelles, en limitant les paddocks, parce que comme je fais du pâturage tournant déjà à l'avance, j'avais déjà mes paddocks qui étaient déjà délimités. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai rétréci un petit peu les paddocks, parce que je me suis dit, si je vais à 30 mètres de large, si on veut faire vraiment de l'ombre, c'est un petit peu loin, quoi. Voilà. Et puis, donc, un peu les externalités positives. Donc, on voit déjà un petit peu d'ombrage pour les vaches. Il y a un endroit que j'ai condamné. Là, on voit 3 génisses en train de manger des ronces. Les vaches ne les mangent pas, mais les génisses de 2-3 ans, elles s'amusent à manger ça. Donc, je les laisse faire. J'ai condamné le fil électrique. De toute façon, ils ne vont pas très loin. Et puis, c'est un petit peu partie de l'observation aussi. Puis, dans les haies, on voit là sur une fleur de sureau, un genre de carabe, un papillon. Puis même des hérons qui viennent manger les mulots qui se logent sous la laine de paillage des arbres. Et puis ça, la petite vidéo, là, c'est un taupin qui se fait manger par des fourmis. Ça, c'est en 2020. Ça, c'est la dernière année que j'ai fait du maïs. Donc, j'ai arrêté, parce qu'on voit peut-être au début de la vidéo où l'herbe pousse aussi vite que le maïs. Dans mon cas, il fallait que j'enlève les pierres pour passer la RC-trille. Puis, tant que vous faites ça sur 8 ou 10 jours, les adventices sont poussés, puis pour du maïs, c'est cuit, quoi. Il ne doit absolument pas avoir de concurrence. Voilà. Merci. Merci beaucoup Thierry et Valentine. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on passera aux questions à la suite des 2 autres présentations. Donc François qui va nous parler des reconceptions aussi de haies. Mais là, dans un agrosystème situé à la Réunion. Ouais. Allez-y, François. C'est pas encore. Il faut le déclencher. Et ça défile tout ça. Non, vous appuyez à votre là sur la fenêtre. D'accord, bonjour. Je m'appelle François Van Meirhaeghe. Je suis issu de l'enseignement agricole. Je suis professeur d'aménagement et de gestion de la nature et avant j'étais professeur d'horticulture et de travaux paysagers. C'est ce qui explique cette triple culture, j'ai envie de dire. Donc à l'île de la Réunion, nous avons lancé un projet sur les haies. Je vais d'abord vous présenter l'île. L'île est située dans l'océan Indien, près du tropique du Capricorne et pas très loin de Madagascar, pas très loin aussi de Mayotte, qui a été célèbre malheureusement il y a peu de temps. Nous avons un climat tropical, 800 000 habitants, donc c'est une belle densité de population, 40% d'espace naturel et 20% d'agriculture. Donc à l'origine, 300 ans, les peuplements sont arrivés et bien sûr ont détruit les espaces naturels au profit de l'agriculture et maintenant de l'urbanisation. Le climat est tropical avec une partie située à l'est, très très humide, et une partie située à l'ouest, pour ceux qui connaissent à cause de l'effet de Sophogne, qui est très très sèche.
Et nous sommes, nous, situés, le lycée agricole, dans l'ouest, donc avec une problématique de zone sèche. Pour faire rapidement l'historique du projet, il a commencé en 2016, d'une façon tout à fait involontaire, avant moi, j'ai envie de dire, par un constat des GPN, BTS, Gestion et Protection de la Nature. Je m'excuse, je vous allez avoir un petit cours sur l'enseignement agricole en même temps. Donc, qui ont fait le constat de haies vieillissantes. Pourquoi vieillissantes? Parce que le lycée agricole avait 30 ans, il a maintenant 33-35 ans. On avait planté des haies à l'époque, et uniquement de plantes exotiques, c'est-à-dire de plantes qui viennent hors de la Réunion, et qui en fait n'étaient pas du tout adaptées à l'écosystème. Pour vous donner une idée, de plantes, l'eucalyptus, qui consomme énormément d'eau, et qui fait 30 mètres de haut adulte, qui ne jouaient plus du tout leur rôle, ou le Ficus benjamina, vous savez, la petite plante que vous avez chez vous dans votre appartement, qui dans son milieu naturel fait une plante de 10 ou 20 mètres de haut, très très dense, et impossible à contrôler, car le latex empêche les machines de les couper. Donc on a fait juste ce constat. En 2018, j'avais une mission de biodiversité que j'ai toujours. On a planté ce que j'appelle la haie test, c'est la haie numéro 5, avec des restes de plantes indigènes qu'on avait dans la serre suite à un projet Life Plus avec le parc national. Et donc, j'ai planté des plantes indigènes. Les plantes indigènes, ce sont les plantes qui n'existent qui sont originaires de la Réunion avant l'arrivée de l'homme et qui existent aussi dans les autres îles. Mais on a également une autre catégorie de plantes, ce sont les plantes endémiques, c'est-à-dire qu'avec un niveau supérieur, vu qu'elles se sont spécifiées, c'est-à-dire qu'elles se sont créées à l'île de la Réunion en étant arrivées, mais toujours avant l'arrivée de l'homme. Donc moi, je parle toujours de plantes indigènes parce que forcément, par définition, une plante endémique est aussi indigène. Et puis donc, on a lancé le projet CASDAR Agro Plus, qui a été accepté. Et pour continuer l'historique, il ne s'est pas terminé parce qu'on a adhéré au projet Plantons des haies. Et puis ensuite, on a adhéré au projet Pacte Haies. Et là, tout à fait récemment, en 2025, on va adhérer au projet Cap Haies Pacté à Rambouillet. Donc, les objectifs du projet à l'origine, c'était de restaurer la biodiversité locale. Il faut savoir, donc, comme je l'ai expliqué, qu'il y a milieu naturel et milieu cultivé, et que les milieux cultivés ont fait reculer les milieux naturels. C'est une grosse problématique de la Réunion, qui est un hotspot de biodiversité. Et donc, les espèces exotiques introduites par l'homme supplantent les espèces, y compris dans leur milieu naturel. Donc, le CBNM a développé une politique de les favoriser en milieu urbain. Et quand je leur ai proposé mon projet, ils ont tout de suite adhéré, car ça nous permettait de les proposer également en milieu agricole. Donc, remplacer les haies exotiques qui sont en plus envahissantes, vieillissantes, par des haies de plantes indigènes, créer de nouvelles haies fonctionnelles et protectrices, fonctionnelles avec tous les avantages de la biodiversité d'une haie, la protection contre l'érosion, la vie faune, l'entomofaune, l'infiltration de l'eau, la lutte contre l'érosion. Ça, c'est très important chez nous parce qu'on a un phénomène d'atterrissement du lagon et donc l'agriculture en est responsable. On a également testé des nouveaux taxons, des nouvelles plantes. Donc, on avait la possibilité sur 48 de la forêt sèche. On en a testé. Alors, ma méthode a été très simple. J'ai enlevé toutes les trop grandes parce qu'elles ne peuvent pas aller en haie. J'ai enlevé toutes les trop petites parce qu'elles ne peuvent pas aller en haie. J'ai enlevé toutes celles que je n'arrivais pas à produire ou à trouver. Voilà. Il m'en restait au départ une petite vingtaine, on va dire, sur les 48. Maintenant, on a réaugmenté cette quantité. Donc, on a créé ces nouvelles haies. On a testé les taxons. Et donc, le but, c'est bien sûr, c'est la finalité d'améliorer l'écosystème. Comme je vous l'ai dit, l'infiltration, le vent, la vie faune, l'entomofaune, la biodiversité de la parcelle, car sur une parcelle de manguier ou de pitaya, vous appelez ça en métropole le fruit du dragon, eh bien, c'est de la monoculture, en fait, mis à part la strate herbacée. Donc là, grâce aux haies, on explose le nombre de plants, bien sûr, parce que dans une seule haie, j'ai quelquefois une vingtaine de plantes différentes, de taxons différents. Et ensuite, bien sûr, une démarche éducative, parce que tout le projet a été mené grâce et par des élèves. Le concept, donc renouveler les haies exotiques, je vous ai expliqué pourquoi. Redessiner le foncier, oui, ça a été aussi une autre occasion. Le foncier en 30 ans de lycée agricole, de l'exploitation agricole du lycée a évolué. On a eu une route qui l'a traversée, donc ça a fait disparaître des haies. Et également, on avait d'autres besoins, comme de créer de nouvelles haies entre des parcelles en bio et en non bio. Et également, par exemple, de faciliter la circulation. Il y avait des endroits où les haies gênaient le passage des tracteurs. Donc, redessiner le foncier, tester des techniques et des espèces, qu'on verra après,
réconcilier agriculture et gestion de la nature. Oui, c'était un petit problème de notre lycée. On avait une exploitation agricole productive, bien sûr, et puis on a beaucoup de filières de formation en gestion de la nature, donc GPN, GMNF, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'était un problème parce que nos élèves ne pouvaient pas trop faire stage sur l'exploitation, ce n'était pas adapté. Et grâce à ce projet, eh bien, on a pu réconcilier l'enseignement agricole du lycée et également l'exploitation. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que notre lycée, c'est un établissement public local. Il est complet, comme je dis moi, parce qu'il y a de la formation initiale, le lycée, il y a de la formation par apprentissage, le CFA, et il y a la formation adulte, le CFPPA. Notre petit cahier des charges, eh bien, il ressemble beaucoup à celui de la fac foresterie. On a été adhérent de leur système, de leur association pendant quelques années. On s'y est retiré, mais bon, je pense qu'on va revenir vers eux s'ils nous acceptent toujours. On a donc testé des espèces indigènes et endémiques, comme je l'ai expliqué. Par haie, on a un minimum de 6 espèces. C'est vraiment un minimum. En fait, il y a des haies qui explosent le nombre. On utilise uniquement un paillage organique. Uniquement également aucun intrant chimique sur les haies, que ce soit pour les engrais comme pour les phytos. Et on a également un autre projet parallèle à ça. On a un rucher de 49 ruches actuellement, je crois. Et donc, c'est de favoriser les espèces indigènes. Là, sur la photo, vous voyez une haie de plantes indigènes de quelques années, de 2-3 ans, en version bande boisée. Donc voilà, oui, en effet, les techniques mises en œuvre. On va commencer par les petits dessins. Donc, on a testé 5 systèmes, j'en ai mis que 3 à l'écran. La haie simple, la plus classique. La haie double, donc qui permet déjà une meilleure protection. Et puis enfin, la bande boisée. Si on parle de bande boisée, dès le moment qu'on a un minimum de 3 haies. En plus, sur des terrains en pente, ce qui est classique à La Réunion, on a testé ce qu'on appelle les haies talus. Et au niveau haie double, on a testé un petit peu involontairement, suite à une erreur d'élève, une plantation en quinconce, comme sur le schéma, et une plantation à angle droit, en fait. Voilà. Et on implante les haies également, suivant le parcellaire, et on essaye de faire un maillage complet, c'est-à-dire quand on a commencé, on essaye de finir que la parcelle soit entourée que de haies indigènes. Et de ce fait-là, à cause des pentes, elles ne sont pas toujours implantées perpendiculairement au sens de la pente. Il y en a certaines qui sont dans le sens de la pente. Donc, au niveau des techniques NANSER, on a dû produire nos plants nous-mêmes, déjà, ça c'est important de le dire. On a dû sélectionner les taxons, c'est-à-dire les espèces, car il n'y avait pas de recul là-dessus. On a dû faire des plans de plantation. Alors là-dessus, je tiens à dire que j'étais assez innovant parce que j'ai fait mes plantations sur Excel. C'était facile, c'est un tableur, donc je mettais les plantes. Je prenais un pas, ce que j'appelle un pas, de 6 ou 7 plantes, et après je le reproduisais jusqu'à la longueur de ma haie, et ainsi de suite. Et après, c'était très facile pour compter et pour faire les suivis scientifiques. Donc, un plan de plantation avec Excel. On a également fait une plantation en tranchée, parce que comme on plantait tous les mètres, eh bien, il fallait être un peu rentable, creuser un trou tous les 1 mètre, creuser une tranchée. C'était plus facile de faire une tranchée. On a fait une irrigation au goutteur de 4 litres heure, un goutteur injecté dans les tuyaux d'irrigation pour faciliter la plantation aussi, avec un suivi pendant 3 ans de l'irrigation. On a dû innover également dans les tailles de formation, parce qu'il fallait que les plantes se densifient dès le départ. On a dû faire aussi ce que j'appelle moi les tailles d'équilibrage, pour éviter qu'elles sortent de leur volume, parce que ce sont quand même des plantes qui grandissent en largeur comme en hauteur. Et puis en fait, maintenant, depuis le départ, on fait le contrôle des espèces exotiques envahissantes. Ces espèces exotiques envahissantes, bien sûr, ce sont aussi les ennemis de l'agriculteur, car elles colonisent sa parcelle de pitaya ou de manguier. Et d'ailleurs, parallèlement à ça, on a complètement arrêté les herbicides sur tout l'ensemble du lycée agricole pour rentrer dans les problématiques. On a également une très forte approche pédagogique, comme je vous l'ai dit au départ. Plantation, suivi technique et scientifique. Également des ébauches économiques qui sont réalisées par les apprenants. On a réalisé des documents pédagogiques de vulgarisation. Certains sont en ligne, d'autres pas encore, mais ça saurait tarder. Comme je vous disais tout à l'heure, on est un EPL complet avec un lycée agricole, un CFA, un CFPA et une exploitation agricole. Et enfin, on a une formation d'adulte, d'agriculteur, le CFPA, ou non, car j'ai également eu dans mes visites des enseignants de l'éducation nationale et également des scientifiques, parce qu'on a également un arboretum. Tout cela nous a permis de réaliser des travaux pratiques, des travaux dirigés, c'est-à-dire là où on encadre les élèves sur une mission, de faire les stages, et notamment des rapports de stage.
Je ne vous explique pas comment ça a été important pour nous pendant la période Covid de pouvoir les accueillir sur l'exploitation. Et, je vous ai dit, en gestion de la nature. Et bien sûr, du contrôle continu en cours de formation, donc qui compte pour leur examen. Et enfin, donc, comme je l'ai mis, la petite phrase que j'ai retrouvée, une citation, « Former les apprenants à la gestion du vivant par une approche en technique, en biologie, écologie et en économie. » En conclusion, eh bien, on a bien réussi à réaliser la demande de départ, hein, qui était celle de l'exploitation de la DAF sur la biodiversité, et le partenaire qui est le Conservatoire botanique national de Mascarin est très content, bien sûr, de tout ce qu'on a fait. Il me demande toujours des retours d'expérience. Et même, je suis même un peu gêné parce que maintenant, comme moi, vraiment, quand ils ont des projets, ils me les envoient. Voilà, donc, quand ils ont des questions. On a travaillé notamment avec la ville de Saint-Paul en milieu urbain pour la réalisation d'un fascicule de plantation d'espèces indigènes. Les résultats obtenus au niveau quantitatif, eh bien, c'est 1450 plants mis en terre. Et encore, je ne compte pas ce que j'appelle les haies mixtes, c'est-à-dire quand j'ai mis des indigènes et des exotiques en même temps, des exotiques non envahissants, bien entendu. On a réalisé 672 mètres linéaires de haies, car ce que j'appelle de mètres linéaires, c'est uniquement lorsque je ne compte pas 2 fois si c'est une bande boisée ou une bande double. Donc c'est une mètre linéaire. On a une biodiversité indigène de plantes réintroduites de 29 espèces sur l'exploitation agricole et de 38 sur le PL, parce que les espaces verts aussi servent à accueillir les espèces indigènes pour les formations et puis pour l'esthétique. On a fait un test de comportement, donc je dis in situ, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le in situ, pour les scientifiques de la gestion de la nature, ça veut dire dans leur milieu naturel. Moi, j'ai envie de dire in situ en milieu agricole. Et puis ensuite, donc, on a plus de 30 espèces qui ont été testées, donc 24 que j'estime adaptées et 6 pas adaptées, dont 2, je savais à l'origine qu'elles ne seraient pas adaptées, vu que ce sont des petites plantes, dont une qui s'appelle le mazambron marron, qui est une plante grasse, donc elle avait été implantée pour les talus, en fait, celle-là, uniquement. Et là, en fait, on aimerait bien travailler sur la strate herbacée, c'est-à-dire des plantes de moins de 2 mètres de haut pour compléter l'implantation, et sur des plantes grimpantes aussi pour les clôtures. Donc, on a pu... ah oui, ça c'est très important, ça, de nouveaux semenciers. Les haies sont productrices de graines. Ces graines nous servent pour refaire d'autres haies, mais elles servent également à être données au projet du département de la Réunion qui s'appelle 1 million d'arbres. Alors, je vous expliquerai pas, pour produire 1 million d'arbres indigènes, il faut énormément de graines. Donc, ils font tous les fonds de tiroir et ils aiment bien venir dans nos haies et ils aiment bien venir dans notre arboretum. Car ce que je ne vous ai pas dit, en amont, on avait un arboretum qui a été créé en 2015 que j'ai intégré au projet Casse d'Art. C'était un petit peu une ruse de ma part pour faciliter l'entretien. Et puis enfin, on a déployé une stratégie d'entretien, notamment on voudrait faire des plans de gestion pour nos haies. Pour vous expliquer en 2 mots, eh bien, au début de la vie de la haie, on fait, quand la plante a que 30 cm, 40 cm, on fait un binage pour supprimer toutes les exotiques. On fait un paillage entre les plants. Et puis, je me suis rendu compte que c'était très important, en avant et en arrière, de faire une bande herbacée pour la tête. Et donc ensuite, maintenant, on est à la taille et on contrôle les exotiques qui, quand même, arrivent à peine. Je laisse la... Merci beaucoup, François. Paul qui va nous présenter la mise en œuvre d'un label et... Venez. Merci. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je représente Réseau et France, donc anciennement AFAC Agroforesterie, qu'on vous accueille bien sûr en tant qu'adhérent maintenant de Réseau et France. Donc je représente à la fois le collectif d'Interonvar qui porte le projet de déploiement du label haies et de la gestion durable des haies. Donc je l'expliquerai à la fin de ce diaporama. Et aussi en tant qu'ONVAR, Nouvelle ONVAR, nous on a été dans la shortlist en 2022 et donc une des actions est de développer le label haies. Donc vous le savez, la haie rend unitif ce service, donc c'est vraiment un couteau suisse de l'écologie. C'est comme ça qu'on l'amène. Je ne vais pas détailler tous les services, mais ils sont nombreux, carbone, eau, biodiversité, biomasse, agroécologie et paysage. Donc c'est pour ça qu'en fait la haie, on la retrouve au cœur des politiques publiques et au cœur aussi des enjeux législatifs aujourd'hui. Donc vous avez eu un aperçu avec votre présentation. Donc
à la fois au Sénat, avec une loi qui a été adoptée au Sénat à l'unanimité pour la préservation et la reconquête de la haie, donc qui a été portée par Daniel Salmon et qui doit partir maintenant à l'Assemblée nationale. Donc on sera très vigilant à ce qu'elle puisse aboutir. Voilà, la haie, elle est au cœur des enjeux d'intérêt général, donc tant sur les politiques publiques que législatives. Mais voilà, aujourd'hui, le constat est plutôt alarmant parce que on s'aperçoit qu'on a un rythme de disparition qui s'accélère. 23 500 km de haies disparaissent par an, donc ça a doublé en fait depuis 2017. Donc ça, c'est le rapport du CGAER qui a été produit sous la commande de Monsieur Fesneau et qui a montré qu'effectivement, on avait une accélération de cette disparition et elle est multifactorielle. Donc on en a identifié plusieurs, il y en a sûrement d'autres encore. Mais il y a un enjeu de vieillissement, vous l'avez cité, au lycée agricole, c'est une des problématiques que vous avez identifiées. Effectivement, on a des haies qui arrivent en fin de vie, elles ont été implantées il y a un moment, et il n'y a pas eu de renouvellement, donc on a des arbres qui sont en fin de course, qui ont des fois 200 ans, 300 ans dans la Brenne, au PNR de la Brenne, c'est vraiment le cas. Et puis avec des agriculteurs qui, il y en a de moins en moins, il y a beaucoup de départs à la retraite et donc avec une capacité à les gérer de plus en plus faible, donc on a une augmentation du linéaire vis-à-vis d'une baisse de la main-d'œuvre pour les gérer. On a aussi de l'arrachage qui continue malgré des politiques qui visent à unifier et à harmoniser et simplifier les réglementations. Aujourd'hui, ça continue malheureusement. Donc, et ça, je vais y venir aussi, mais c'est qu'on a un modèle en fait hérité depuis les années 70 qu'on n'arrive pas à déconstruire. Donc, la haie ne trouve pas forcément sa place dans les systèmes agricoles. Donc, il y a vraiment un changement à faire et à prendre le parti plutôt de la valorisation économique que uniquement la sanction réglementaire. Donc, et développer une politique incitative. Donc, ça, je ne vais pas trop dévoiler la suite, mais c'est un vrai enjeu. Il y a l'intensification aussi des chantiers de pillage avec le développement des chaufferies biomasse, ce qui est une bonne chose, on est pour les énergies renouvelables, mais il faut que ça soit fait avec une gestion durable associée pour qu'il y ait bien une repousse derrière de la haie qui est exploitée. Et ce n'est pas toujours le cas. Et puis, le dernier enjeu, le plus important, mais qui passe inaperçu, c'est vraiment l'entretien, le surentretien des haies. Donc, la taille au gabarit, on la taille au carré parce que ça fait propre. On la taille au lamier ou à l'épareuse pour qu'elle prenne le moins de place sur la parcelle parce qu'on pense que si on perd de la surface cultivée, on perd du rendement. Mais c'est pas vrai. Donc il y a vraiment un enjeu de réapprentissage de comment la haie peut prendre sa place dans l'exploitation agricole et comment on peut changer de manière de la gérer. Donc ces 4 facteurs font qu'on perd aujourd'hui beaucoup. Et donc, il est urgent de poser une stratégie de reconquête pour la haie, pour qu'elle retrouve sa place dans les systèmes agricoles et dans les paysages. Et ça passe par 2 grands objectifs. Le premier à l'échelle du paysage, qui est de reconstituer une maille fonctionnelle. Quand je dis maille, c'est vraiment une trame bocagère qui puisse être connectée et suffisamment dense pour que les services soient rendus. Les premiers services que je vous ai présentés, première slide. On a souvent des densités qui commencent à être beaucoup trop faibles. Quand on chute et qu'on a 20 mètres linéaires par hectare, c'est pour vous donner des références chiffrées. Là, il n'y a plus de fonctionnalité. On a tout perdu. Et par contre, là où on a un paysage qui est fonctionnel, c'est quand on atteint des densités de 110 mètres linéaires par hectare. Alors, on ne dit pas qu'il faut trouver cette densité-là dans tous les territoires. Chacun a son histoire aussi paysagère. Mais en tout cas, dans les endroits quand même plutôt bocagés, c'est important de retrouver cette densité-là. Donc là, on est vraiment à l'échelle du paysage, mais il y a une autre échelle qui compte vraiment pour retrouver ce bon état fonctionnel des paysages, c'est l'échelle de la haie. Et donc là, c'est introduire une nouvelle notion qui est le bon état écologique de la haie, qu'on a souvent oublié. On l'a pour les cours d'eau, mais on ne l'a pas pour la haie. Donc c'est vraiment là se dire, il faut qu'on ait une haie qui soit suffisamment large à son pied, avec des étages de végétation qui soient continus en hauteur et sur la continuité horizontale, un pied qui soit large, et avec un renouvellement aussi des âges à l'intérieur. Donc, cette nouvelle morphologie de la haie, il faut qu'elle rentre aussi dans la représentation que les agriculteurs vont avoir des haies, et du coup, qui est induit aussi par des pratiques de gestion, parce qu'on a 2 leviers aussi d'action. La gestion durable pour retrouver un bon état écologique stable dans le temps, et l'implantation de haies, implantation, régénération naturelle à citer aussi, pour développer et densifier les paysages avec des haies. Donc, c'est vraiment ces 2 leviers-là sur lesquels on travaille, nous, au Réseau Haies France,
pour que ça soit pris en compte dans les politiques publiques, mais aussi les programmes régionaux, par tout le monde. Donc, un des outils qu'on a choisi de porter, de développer, ça depuis 2015, ça a été une action du plan de développement de l'agroforesterie lancé par Stéphane Le Foll, qui a été cité ce matin. Il a lancé beaucoup de choses, dont cette création d'une certification sur la gestion durable des haies. C'est la première fois qu'on a mis en place un référentiel sur la gestion durable des haies. C'était pas une problématique ou une thématique qui était prise en compte. On était focalisé sur les plantations de haies, mais pas du tout sur la gestion de l'existant. Donc, on a construit ce label, on a mis 4 ans, avec une 60aine d'agriculteurs un peu partout en France. Et donc, il vise deux points. Le premier, c'est avoir des haies pérennes en bon état écologique grâce à une bonne gestion. Et le deuxième, c'est aussi avoir des filières de valorisation du bois des haies qui soient locales, éthiques et durables. On a beaucoup de chantiers de surexploitation du bois parce qu'il n'y avait pas de moyen de cadrer ces filières sur le bois issu des haies. C'est vraiment un des objectifs aussi. Donc, quand on dit il pose un premier référentiel de gestion durable des haies, il intègre du coup 2 grands objectifs. Le premier, c'est renouveler la haie par la gestion sylvicole avec un effet de rajeunissement, c'est-à-dire qu'on va venir, je vais l'expliquer dans quelques exemples d'indicateurs, on va venir travailler la haie et les arbres et arbustes à l'intérieur pour permettre une stimulation du végétal pour qu'elle reparte sur elle-même. Et c'est aussi prélever pour faire de la place et permettre à des jeunes individus de venir. Ça, c'est le même principe qu'en gestion forestière, mais appliqué à la haie, c'est un peu plus particulier. Et puis, un deuxième grand principe, c'est donner de la largeur à la haie. Donc là, c'est vraiment arrêter les pratiques dégradantes de gabarit, d'entretien, on passe, et lui permettre de s'épanouir. Si on veut avoir de la biomasse, il faut du bois qui se développe. Donc, il faut laisser la haie s'épanouir. Si on veut avoir de la biodiversité, il faut arrêter d'entretenir entre les arbres parce que c'est là où on a 80% de la biodiversité. C'est le premier étage de végétation qui est extrêmement fourni. Donc, c'est les stopper pour retrouver tous les services. Et puis, abandonner ces pratiques d'entretien au gabarit. Donc, c'est à la fois l'interface avec l'activité agricole et la haie qui compte ici. Et c'est le plus dur, en fait, à faire accepter. Donc, dans les exemples d'indicateurs du label haie, donc vous pourrez voir le référentiel complet sur le site du label haie. On a à la fois donc, du coup, des indicateurs liés à la gestion sylvicole et d'autres liés à l'entretien d'emprise. Sur la gestion sylvicole, un des objectifs de renouvellement, par exemple pour les CP d'arbres et d'arbustes, donc on a plusieurs brins qui partent de souche, ça va être de faire une coupe au plus près du sol et qui soit étanche. Donc au plus près du sol, ça va permettre, je rentre un peu dans la technique, mais pour que vous ayez des images, ça va permettre en fait de déclencher des bourgeons qui vont être proches du sol et de la terre et qui vont s'indépendantiser, qui vont développer un système racinaire propre. Donc on va avoir une fabrication d'un individu sur une souche mère. Donc c'est comme ça qu'on reproduit et qu'on renouvelle la haie grâce à des pratiques de coupe adaptées. Si c'est trop haut, on va rester sur le système racinaire ancien et on n'aura pas de renouvellement de l'individu. 3 minutes. Ah oui. Bon, voilà. Là, ça, c'est par exemple aussi la mise en lumière. Pour faire venir des individus, il ne faut pas avoir peur de prélever aussi. Souvent, on a peur de prélever des gros arbres. Mais en fait, il faut faire venir de la jeunesse dans la haie. Et puis, sur les entretiens d'emprise, donc là, c'est le passage, par exemple, du lamier. On a pensé souvent que c'était très bien, le lamier, ça fait des coupes nettes. Mais en fait, ça prend des grosses branches, ça transmet des maladies. Et ça ne permet pas un renouvellement au pied. Donc, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Et donc là, c'est petit à petit les reculer jusqu'à les abandonner. Et puis, éviter de broyer aussi les repousses. Après coupe, certains broient les repousses. Donc ça, c'est une pratique ultra dégradante qui fait que la haie ne repartira pas derrière. Donc, tous ces indicateurs-là, ils ont été répartis par niveau de progressivité. Donc, c'est vraiment le parcours de changement de pratique des agriculteurs qui a été transcrit dans ce processus de certification. Donc ça a été fait avec les agriculteurs qui ont fait ce changement, qui ont réussi à le faire. Donc ce n'est pas forcément des niveaux de difficulté technique, c'est souvent psychologique. Donc on a 10 ans pour évoluer dans ce label. Donc ce label, c'est un outil avant tout. Ce n'est pas qu'une certification, c'est un outil. C'est à la fois un outil pédagogique pour permettre aux agriculteurs de se réapproprier les pratiques de gestion durable. Ce matin, on parlait d'aller jusqu'au geste de l'agriculteur, mobiliser les savoirs techniques et scientifiques pour les amener jusqu'au geste de l'agriculteur, c'est exactement ça.
Et puis, c'est aussi les techniciens, en fait, qui les accompagnent. Aujourd'hui, les questions de gestion durable ne sont pas forcément intégrées chez les techniciens qui sont très aguerris sur les questions de plantation. Mais là aussi, il y a tout un travail de formation d'un tissu de techniciens sur la haie. C'est aussi un outil de communication. Et ça a été une volonté des agriculteurs qui ont créé ce label de pouvoir exprimer les pratiques vertueuses de gestion des haies, souvent pas comprises. Quand on fait un recépage, les gestionnaires de bord de route que sont la collectivité ou les habitants ont du mal à se dire que c'est une pratique vertueuse. La haie a disparu, donc là c'est prendre le bas de combat, c'est une disparition. Bah non, c'est une gestion qui est durable et ça repousse. Au printemps suivant, on a des repousses qui font parfois 1,50 m. Donc c'est aussi pouvoir accompagner l'image de la gestion durable où on intervient à la tronçonneuse. Mais c'est aussi pour tous les partenaires acheteurs. Je vais revenir sur l'engagement, par exemple, de collectivités qui vont mobiliser du bois label haie ou des entreprises agroalimentaires qui vont vouloir aussi le valoriser. Et puis, donc, c'est un outil économique et c'est ça que je vais développer à la fois pour l'agriculteur pour vraiment faire de la haie un revenu agricole à part entière, un atelier économique, et aux acheteurs aussi d'avoir des garanties que ce qu'ils achètent est durable. Donc pour nous, le modèle un peu conceptuel aussi de la valorisation économique, et c'est vraiment une clé pour que la haie soit préservée durablement dans les exploitations agricoles, c'est avoir cette double entrée. Donc valorisation directe du bois et valorisation indirecte des services écosystémiques rendus par la haie. Donc pour le bois, c'est multiple et chaque territoire ou système agricole va activer l'un ou l'autre levier et ça dépendra aussi des filières qui sont mises en place dans les territoires. C'est pour ça qu'il faut avoir des politiques incitatives pour développer les filières et en ce sens, le pacte en faveur de la haie a soutenu un appel à projet qui s'appelle Structuré, qui va aider 50 territoires à développer des filières bois-énergie issues des haies. Et sur les valorisations écosystémiques, on a à la fois les paiements pour services environnementaux portés par le ministère de l'écologie, où là, le label haie est reconnu comme un outil pour la mise en place de ces PSE, mais aussi le bonus haie dans la PAC, qui rémunère les services écosystémiques rendus par les haies grâce à une bonne gestion. Et là, le label est aussi une clé pour aller capter cette rémunération-là. Donc le label, c'est vraiment une manière d'agglomérer, de combiner différentes valorisations économiques qui fait qu'à la fin, on a un résultat positif, la haie est rentable. Donc là, c'est un exemple en Mayenne, Emmanuel Lelièvre, qui, par exemple, vend du bois énergie et arrive à se tirer un revenu à peu près de 200 €, fait la litière plaquette parce que le coût d'achat de sa paille est très élevé. Donc, dès qu'il l'utilise plutôt en litière plaquette, il fait des économies grâce à ça. Donc là, on atteint à peu près 1 400 € par an, ce qui est énorme. Et puis, en mobilisant le bonus et de la PAC, alors 245 €, sachant que maintenant, il a triplé de montant. En 2025, il passe de 7 € l'hectare à 20 € l'hectare. Donc là, vous pouvez faire x3, c'est caduc. Mais à la fin, on trouve un résultat net de 1 835 € par an. Donc net, c'est vraiment net de net, c'est du bénéfice déduit de toutes les charges. Donc la haie, là, est vraiment intéressante économiquement. Donc, pour terminer, et c'est terminé, promis, on sait que les OE France, nous, on ne peut pas porter toute cette stratégie tout seul. On a vraiment besoin d'avoir d'autres têtes de réseau qui prennent aussi cette thématique de la haie à bras-le-corps. Ça a été le cas de plusieurs ONVAR, donc TRAM, FNCUMA, FNAB et Terre de Liens, qui, par leur métier et leur savoir-faire, leurs compétences techniques ou spécialités opérationnelles, on s'est alliés pour voir comment est-ce que la gestion durable pouvait être intégrée dans leur modèle à travers plusieurs actions. Donc déjà, se faire une culture commune autour de la haie et la gestion durable, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de bien acquis. Et même aller jusqu'à de la formation des techniciens. Donc là, on a créé aussi des cadres de formation pour les techniciens. On a aussi développé des modèles et des références techniques sur cette question-là de la gestion durable, en particulier, par exemple, des coûts de chantier de gestion durable qu'on actualise avec la FNCUMA. C'est très important pour justement vérifier et valider ce modèle. Oui, et construire des cadres pour assurer le développement économique de qualité. Et puis accompagner les têtes de réseau dans ce système de valorisation. Donc les résultats de cet interrogatoire vont se faire successivement à travers des webinaires toute l'année 2025. Donc vous pouvez nous suivre et avoir tous ces résultats-là des travaux de 2 ans de travail. Voilà. Merci beaucoup, Paul.
Donc, merci pour vos projets qui sont très concrets. Donc, on a quelques minutes pour des questions de la salle. Est-ce que vous avez des questions sur ces projets ou est-ce que vous avez trop faim et vous souhaitez aller manger? Oui, une question ici. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Donc je suis Mathilde Toussaint, je travaille à la Chambre d'agriculture France et je suis en charge du suivi des politiques publiques et notamment les dispositifs financiers. Ma question est la suivante, donc c'est pour vous tous. Dans le cadre de la loi de finances qui va sans doute passer, on voit que les financements pour la haie disparaissent ou du moins sont fusionnés sans doute avec d'autres lignes budgétaires. On sait également, vous en avez parlé, que le plan de relance était important pour vous d'un point de vue financier. Donc le plan de relance arrive à sa fin également. Donc il y a une inscription à 0 sur les lois de finances. Donc c'est des reports de crédit, mais pareil, il y a une diminution, on va dire, drastique des moyens financiers. Est-ce que vous y voyez des conséquences qui sont importantes pour vous pour continuer à développer vos projets, que ce soit des projets d'expérimentation pour vous ou bien des projets pour vous en tant qu'agriculteur. Donc voilà, je voulais savoir quelles pouvaient être les conséquences pour vous de ne pas avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, des politiques incitatives, notamment d'un point de vue financier. Merci. Thierry. Ben oui, parce que comme vous avez vu sur le plan de l'exploitation, j'en ai fait à peu près 15 hectares et demi. J'en aurai encore autant à planter. Donc si j'avais pu avoir 100% de subvention, ben, j'aurais fait la suite, quoi. Là, bon, pour l'instant, j'ai planté uniquement tout ce qui était surtout brise-vent, quoi, avec le vent de nord-est qui est assez important. Donc voilà, autant pour la suite du GI2E que pour... parce que moi, ce que j'ai mis en place là, en fait, je le conçois comme une agriculture en 3D, en fait. Puis bon, je ne suis pas à la retraite encore, mais bon, il faut penser aussi à la succession, comme on le soulignait ce matin. Je pense que d'avoir une ferme très diversifiée, c'est aussi un tremplin pour pouvoir installer. Pourquoi pas installer plusieurs personnes ensemble, quoi. Diversifier la ferme qui aujourd'hui produit uniquement du lait. Merci pour cette question. Ça nous permet de passer des messages. Effectivement, la baisse du budget du pacte en faveur de la haie a été annoncée de moins 70%, enfin 72% pour être exact. Donc c'est quand même une chute drastique. Donc on passe de 110 millions d'euros en 2024 à 30 millions d'euros qui étaient prévisionnés sur le projet de loi de finances. Donc là, on attend aujourd'hui le résultat final des arbitrages de la commission mixte paritaire. Enfin, on ne sait pas encore exactement ce qui va en sortir. Effectivement, les lignes sont fongibles de la planification écologique, donc on espère que ça puisse être maintenu, mais le ministère de l'Agriculture souhaite poursuivre des appels à projets du PAC, donc c'est une bonne nouvelle. Après, est-ce que c'est suffisant? Non, clairement, mais ça permettra quand même de pouvoir engager des investissements à la plantation, sachant que l'enveloppe animation est bien sur 2 ans. Tous les projets qui ont été déposés en 2024 sont sur 2 ans. Donc, l'animation va pouvoir continuer parce qu'on peut avoir les investissements, mais s'il n'y a pas l'animation pour mobiliser et accompagner, il n'y aura rien de mis en œuvre. Donc, on peut tenir encore sur 2025, mais il va falloir préparer 2026, ça c'est clair. Et effectivement, une politique du yo-yo un peu, où on a des investissements et des lignes budgétaires qui fluctuent, ça ne permet pas de stabiliser les emplois et la montée en compétences des techniciens, parce qu'il y a beaucoup de structures qui ont embauché. Les pépiniéristes derrière qui doivent produire les plants. Enfin bref, c'est toute une planification aussi de la filière haie qui prend un coup derrière. Donc c'est vraiment important de pouvoir avoir une politique stable dans le temps et les moyens stables aussi dans le temps. Donc, et pour permettre l'atteinte aussi des objectifs, parce qu'on a ce qui a été inscrit dans le pacte en faveur de la haie, c'est plus 50 000 km de haies net. Ça veut dire qu'on a stoppé l'érosion, qui est aujourd'hui 23 500 km. Donc ça veut dire qu'on a travailler sur le volet gestion durable et valorisation économique, et en même temps, on a planté. Donc, arriver à faire tout ça en même temps avec des crédits qui baissent, le cap, il va être difficile à tenir. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu de pouvoir quand même prioriser sur cette thématique-là, qu'on espère que ça puisse être
reprioriser l'année prochaine si ce n'est pas le cas pour cette année. François, Oui, moi je voudrais réagir aussi. Je pense que c'est important de montrer que la haie, elle peut avoir une autonomie financière. En fait, le petit dessin, je l'ai beaucoup apprécié. Bon, nous, le bois de chauffage, ça ne sera pas possible. Mais bon, on a par exemple d'autres, les PAM, par exemple, les plantes aromatiques médicinales, commercialisées. Ce sont des plantes indigènes, donc ce sont des plantes médicinales. L'apiculture aussi, je pense que ça peut être une source de revenus. Et puis remontrer à l'agriculteur que la haie, elle est utile à son système de production et qu'elle lui augmente sa production, hein, vu qu'elle baisse les intrants et qu'elle augmente la productivité. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire là-dessus. Après, en petit joker, comme en lycée agricole, on utilise un peu les budgets de pédagogie aussi pour planter les haies. Donc voilà, quand on a besoin d'un appui, on fait un peu comme ça. Je pense que la solution, c'est le multi-financement, quoi, en fait, et pas un seul financement. Je peux compléter. Et du coup, c'est pour ça que le bonus E qui est réaugmenté à 20 € l'hectare, c'est très bien. Et on espère que le crédit d'impôt aussi qui avait été proposé par les sénateurs pour la gestion durable des haies puisse être adopté par l'Assemblée nationale. Il y a une question ici. Bonjour, Clémentine Vest, je suis maraîchère dans le Vaucluse, dans le sud de la France. Et une réflexion, en fait, moi je suis installée depuis 7 ans et l'État et la PAC réfléchit beaucoup le linéaire de haies à des échelles qui ne correspondent pas au maraîchage, en fait. Et du coup, je me demandais, label haie, je trouve ça extraordinaire ce que vous faites, c'est super. Sauf que, est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée à l'échelle des fermes de 1, 2, 3 hectares, 5 hectares? Parce qu'en fait, nous, on passe complètement à côté. Et moi, sur ma ferme, la seule manière que j'ai eu de financer une haie, c'est de passer par une fondation privée qui est venue me chercher et me dire, en fait, nous, on finance la haie à l'échelle de 600 mètres linéaires. Et en fait, l'État, j'étais complètement hors des critères parce que j'étais juste trop petite, quoi. Oui, effectivement, donc là, c'est la question, la grande problématique des aides à l'hectare. Donc, effectivement, ça va être difficile à changer. Bon, voilà, le collectif Nourrir porte justement un changement, une idée du changement là-dessus. Après, donc, ça, c'est une question des aides à l'hectare et le bonus et effectivement, va être compliqué à mobiliser parce que ça sera tout petit vu que c'est lié à la surface. Par contre, ce qui est de l'ordre du pacte en faveur de la haie, là, on a des projets collectifs qui peuvent être engagés, donc collectifs d'investissement. C'est-à-dire que vous pouvez faire partie d'un groupe d'agriculteurs qui déposait un projet d'investissement. Et donc là, la question du linéaire de haies minimum ne sera pas pris en compte, va être diminuée parce que ce sera un effort collectif. Donc ça, c'est des nouveaux régimes notifiés qui ont été ouverts, qui permet justement de tamponner ces plus petits projets, notamment du sud de la France. Parce qu'effectivement, on a des projets où on ne fait pas des kilomètres de haies sur sa ferme. Donc là, le projet du pacte en faveur de la haie, lui, peut être mobilisé. C'est crédit à l'investissement. Mais après, la rémunération que vous pourrez avoir derrière, parce que ça, c'est pour l'investissement, on va dire, là, il est peut-être à travailler sur d'autres thématiques comme la valorisation consommateur aussi. Donc, le label haie peut aller jusque-là. Mais c'est à construire, en fait. Donc, voilà, il n'y a pas toutes les réponses. Il faut inventer ces systèmes de valorisation économique. Et le gouvernement et les subventions publiques ne pourront pas tout faire. Je rejoins aussi votre remarque sur l'autonomie aussi du modèle économique. Il faut inventer. Donc, une question dans la salle. Oui, merci André Le Gall de l'Institut de l'élevage. Merci beaucoup pour ces 3 interventions très intéressantes parce que la haie, c'est quand même une composante essentielle de l'agriculture française et notamment des systèmes d'élevage. J'ai une question, M. Pavageau. Est-ce que vous, au-delà de votre expérience, vous avez quelques indicateurs techniques sur votre exploitation laitière en termes de chargement, de grammes de concentré par litre de lait par vache, enfin, tous les indicateurs qui font que si on a des bonnes prairies, on a aussi de bonnes performances techniques et économiques? Disons que j'ai conseillé, quand je travaillais au contrôle laitier pendant 15 ans, le système maïs, soja et puis fioul, quoi, automatiquement. Suite aux difficultés que j'ai eues, comme je vous ai expliqué, je me suis reposé totalement la question que mon père avait irrigué pendant une quinzaine d'années. On faisait des maïs qui faisaient 100 quintaux. Aujourd'hui, c'est plus... Je suis tout seul sur l'exploitation. L'irrigation, c'est du temps complet. J'ai un forage à 110 mètres avec de l'eau à 12 degrés. Donc, j'ai vite tranché, quoi.
J'ai abandonné tout ça et puis je croyais pas trop aux prairies avant qu'on se lance dans le Cap Flore. Pour moi, c'était les éleveurs du bois chaud sud qui avaient des prairies naturelles dans des zones un peu humides. Je me suis dit, ça marchera peut-être jamais chez moi. Puis du coup, je reprends confiance aussi, ça aide à reprendre confiance un petit peu en moi. Et puis le rendement, par rapport à chercher 8-10 000 litres à l'époque quand j'étais au contrôle laitier, ça, je me suis complètement sorti l'esprit de la tête parce que je suis monté à 8 000 moi avec mes Holstein, là, quand on était encore en maïs. Et puis aujourd'hui, c'est 100% herbe et puis production de métail et sorgho. Je m'en fous du lait par vache, je suis entre 4 et 5 000 litres. Ce qui compte, c'est que ma trésor, elle arrive à tourner et puis que je sois heureux dans ce que je fais, quoi, parce que avec le groupe foresterie intraparcellaire, on a eu des suivis avec une conseillère forestière et qui nous a appris à faire un peu de la taille pour faire du OG. Donc en fait, ça me passionne aussi. Et puis j'essaie d'allier le plaisir, pas que l'argent. Je suis pas en super forme financière. Hein. Je suis dans un plan de redressement encore pour 5 ans. C'est surtout tous les acteurs des CIVAM, des ADR, des échanges entre pairs qui m'ont beaucoup aidé. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Je leur dis, en fait, tu n'as pas suivi un modèle unique. Voilà. Et puis, je vois qu'avec les prairies Cap Flore, bon, c'est vrai que l'année était exceptionnelle, mais je ne l'ai pas mené là parce que j'étais en montée de production. Moi, je fais des vélages groupés à partir de septembre. J'ai eu donc mes 2 pâturages. J'ai pâturé jusqu'au 21 décembre, dans des conditions un peu limites. Mais je vois qu'à chaque fois qu'elle passe dans les Cap Flore, c'est par rapport au reste des prairies qui rendent moins. On voit la terre, vous avez des porcelles qui commencent à prendre la place parce que la terre est nue. C'est difficile de gérer du pâturage tournant là-dedans. Chargement, je ne cherche pas trop parce qu'on est sur des terres séchantes, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, je défends complètement le système que je ne me mettrai pas au contrôle laitier pour conseiller ce que j'ai conseillé. Hein. Donc voilà en gros. Et puis, puisque j'ai le micro, je vais en profiter pour amener un petit soutien à des collègues qui vont être jugés au tribunal pour l'occupation du Grand Palais pour une manif qui a eu. Donc voilà, un petit acte politique pour défendre ceux qui défendent une agriculture comme je vous ai présenté. Ce qui m'inquiète un petit peu aussi, c'est... je continue. Hein. Quand on voit dans les manifs qu'un INRA est attaqué, ça me fait penser à des années douloureuses de l'Allemagne des années 30 où on brûlait les livres à cogiter. Merci. Et juste pour compléter ce que dit Thierry sur les données économiques, l'objectif du GI2E d'ici à 2-3 ans, c'est de réaliser des diagnostics systémiques sur les différentes fermes pour vraiment évaluer l'efficience et l'autonomie des fermes. Donc on reprendra toutes les données techniques et économiques, le système fourrager, la production, etc., etc., pour vraiment ouvrir le capot de la ferme et comprendre ce qui fonctionne ou pas. Merci. Nous avons 2 questions dans... Allez-y, Soana. Oui, alors, une question pour à la fois Thierry et François. Est-ce que vous avez intégré une réflexion sur le design de paysage de la ferme pour réfléchir globalement à l'implantation des haies ou des arbres, notamment pour allier avec le raisonnement en termes d'hydrologie régénérative pour restaurer le cycle de l'eau? Bonsoir. Oui, oui, tout à fait. Comme je vous ai dit, moi, je suis issu de l'horticulture et du paysage. Donc, c'est très important de redessiner le côté paysager de l'exploitation agricole. C'est d'ailleurs le chef d'exploitation quand il est arrivé au cours du projet, et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit c'est vraiment très beau, toutes ces haies, c'est beaucoup plus joli que toutes ces haies d'exotiques qui étaient en plus envahissantes. Hein. C'était devenu des friches, en fait. Hein. Et puis même, donc pour aller plus loin, dans les exploitations de l'île de la Réunion, il y avait une tradition de planter des cocotiers devant les grands domaines pour mener à la maison du domaine. Et j'ai même, sur simplement 50 mètres, reconstitué ça, même si le cocotier était pourtant une espèce qui n'était pas indigène, mais considérée comme cryptogène, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'elle est arriver avant l'homme à la Réunion. Ça, c'est pour la petite anecdote. Et oui, en effet, lorsqu'on redessine le plan, on met plutôt les haies en bas de parcelle. On a toujours des pentes pour l'infiltration de l'eau, pour l'érosion, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis également pour la protection contre les vents, voire même les cyclones.
Bon, bien sûr, là, c'est pas forcément gagné, mais on a une haie qui avait été plantée depuis seulement 1 an, qui a subi un cyclone, la Bellal. Et en fait, elle a très bien résisté. On l'a redressée et elle est repartie sans problème. Aujourd'hui, on ne voit plus ces cicatrices. Donc, en effet, en choisissant des plantes indigènes, on a une forte adaptation au climat et à la sécheresse, au vent, à l'infiltration de l'eau, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais sinon, on peut la préciser. Dans mon cas, pour l'hydrologie régénérative, je connais ça que depuis peu. J'ai vu quelques vidéos là-dessus. C'est vrai que c'est très intéressant. Mais dans mon petit relief avec des sols très hétérogènes, je ne pouvais pas couper mes champs dans tous les sens parce qu'il faut quand même penser à la mécanisation. Même s'il y a beaucoup de pâturage, de temps en temps, il faut faucher. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté les essences en fonction des fonds de terre, des zones caillouteuses, des zones à rochers. Donc par exemple, le châtaignier, chez nous, il se plaît bien sur les cailloux à silex, à fleurant. Par contre, dans les fonds, j'ai mis du frêne, j'ai essayé l'aulne de Corse. Du micocoulier aussi, histoire, notre conseillère forestière nous avait dit vous pouvez essayer 20% de plantes du sud pour voir ce que ça donne. J'ai essayé de varier avec une quinzaine d'essences de OG en intraparcellaire pour essayer d'adapter en fonction du sol plus que d'aller dans l'autre sens, sachant que je m'oriente beaucoup sur des prairies. Je ne dis pas que je ne ferai plus du tout de céréales. Mais bon, l'idée de départ, c'était moi pour mes prairies d'augmenter la matière organique et puis d'amener de la diversité par les arbres et puis avoir une complémentarité. Et puis, on ne sait pas tout encore ce qui se passe dans le sol, mais justement, plus on a d'essences différentes, plus on imagine qu'il va y avoir des interactions positives pour la production, tout simplement, et pour la vie en général, et pour l'eau. Une dernière question, Solène? Une question pour François. Alors, en zone nord-est, une SCIC végétale locale existe. Est-ce qu'il y a également une organisation similaire à La Réunion pour promouvoir et produire des végétaux de la marque végétale locale? Ah, ça c'est une très bonne question. Parce que en fait, la marque végétale locale n'a pas été implantée à l'île de la Réunion pour la très mauvaise raison, ou très bonne raison, que les horticulteurs ont créé un label local qui s'appelle Plan Pays. Et de ce fait-là, moi, ça me pose un problème parce que lorsqu'on émarge au financement, par exemple, anciennement AFAC Foresterie, mes plantes ne sont pas considérées comme locales alors qu'elles sont archi-locales, vu qu'elles sont indigènes. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et voilà, je pense que là, il y aurait une marge de progrès à faire avec les horticulteurs de La Réunion. Et je vous laisse peut-être les contacter. En tant qu'établissement agricole, on ne peut pas rentrer dans une polémique comme ça. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, si, une dernière. Merci beaucoup. Ma question est à vous, madame. Vous avez parlé de la labellisation des haies. J'ai regardé vite fait sur le site. Est-ce que vous pouvez juste rappeler les critères principaux? Est-ce que vous prenez en compte, par exemple, les limitations de contamination entre les différents... Parce que j'ai assisté à un événement il y a quelques mois, Ecophyto, il me semble, et on parlait comment les haies pouvaient jouer un rôle de limitation physique. Est-ce que c'est pris en compte ou c'est juste la longueur? Et c'est quoi l'intérêt dans ce cas? Merci. Donc, c'est vraiment un label sur la gestion durable des haies. Donc, ce n'est pas un label sur l'implantation des haies, avec un cahier des charges de la manière dont on implante des haies. Donc, c'est vraiment sur après, une fois qu'on a implanté, ou l'existant. Donc, on n'a pas de critères sur la notion, d'indicateurs sur la notion de antidérive. Par contre, on n'a pas le droit de désherber en fait, chimiquement la haie, le pied de haie ou l'ourlet enherbé. Ou d'avoir une dérive des rampes phytosanitaires qui vont aller sur les jeunes repousses, par exemple, de la haie. Donc, il y a vraiment une prise en compte et un recul du désherbage chimique de la haie en elle-même. Voilà, donc ça, c'est un des critères du niveau 1, c'est-à-dire qu'on ne peut pas désherber chimiquement la haie, quoi. Alors, il n'y a pas de rôle, je traduis, il n'y a pas de rôle. Alors, c'est-à-dire qu'on ne certifie pas les rôles écologiques de la haie. On certifie une bonne gestion des pratiques qu'on peut observer
vraiment physiquement quand on va sur le terrain, parce que c'est une certification, on va sur le terrain. Et c'est ces pratiques-là qui permettent d'amener la haie à son optimum écologique, à son bon état, qui permettra de rendre toutes les fonctions qu'on a citées plus haut. C'est pas pertinent de prendre déjà ça en compte. Je sais que peut-être c'est très tard parce que le label est déjà créé, mais pourquoi on fait pas ça dès le début? Si on sait que l'optimal, c'est aller vers une plantation où on est plutôt agroécologique, où on limite l'usage de pesticides, où on a juste la biodiversité qui fait son travail. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ça déjà en compte? C'est pris en compte dans la mesure où c'est vraiment des pratiques. Oui, mais ce que vous dites, c'est limitation de nuire aux haies existantes et non pas mettre les haies comme quelque chose de principal dans les plantations. Et je trouve que ce regard, il est plutôt, on met en second degré la présence des haies, ce qui peut-être rejoint dans ma lecture, dans ce que je vois, dans ce que vous décrivez, et ce qui rejoint, on va dire, les propos de la dame qui disait que si on a une petite plantation, on ne va pas avoir accès à un financement, c'est parce que c'est pas ça ce qu'on cherche, c'est pas le rôle des haies dans leur environnement, au moins de ce que je comprends. Si c'était le rôle, on aurait misé sur ce que la dame fait et peut-être ce qui ira proposé à être fait dans toutes les plantations, c'est d'augmenter le nombre de haies parce qu'ils ont un rôle de limitation, de contamination et autres. C'est ma perception, je ne suis pas chercheur, je viens toujours avec des questions qui sont un peu loin, je sais que je suis toujours le différent. J'espère que ça apporte une valeur et non pas, on va dire, du négatif. Peut-être que votre conversation peut se terminer, se conduire au repas. Parfait. François voulait dire quelque chose, ajouter un mot. Et après, on termine et vous allez aller déjeuner. Oui, je ne sais pas si ça fonctionne. Je voulais compléter ma réponse sur le paysage, les haies, et dire qu'en fait, dans les critères de choix des végétaux, j'avais fait très attention à ça, de prendre ce que j'appelle des plantes buissonnantes, des plantes de CP, des plantes tiges. Et sur les étiquettes que nous avons fait pour illustrer ça, on le met, en fait. On met le port de l'arbre. Et en fait, je me suis rendu compte que cette histoire de critères de port des végétaux dans la haie, eh bien, c'est un critère de qualité du paysage et c'est un critère également de facilité d'entretien. Car si on choisit bien les végétaux au départ, en fait, eh bien, on limite beaucoup l'entretien. Et comme je disais tout à l'heure, on doit faire seulement juste des tailles d'équilibrage. Donc, merci beaucoup à tous les quatre. Donc,